Merci d'être à distance. Pour ceux qui ne le savent pas, on a à peu près 150 personnes en distanciel donc qui nous suivent sur Internet. Moi, je suis Benjamin Gallo, je m'occupe des partenariats chez GS1 et j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir vous présenter les pitchs donc, de nos partenaires. Je serai aussi le timekeeper, assez intransigeant, je préfère le dire tout de suite. Et on va commencer tout de suite sans plus attendre avec Capgemini qui va nous parler du passeport numérique des produits. On en a beaucoup parlé ce matin, le fameux DPP. Et pour ça, j'appelle Stéphane et Paco qui vont nous en parler tout de suite. C'est tout bon pour nous? La scène est à vous. Parfait. Merci Benjamin pour l'introduction. Donc moi je suis particulièrement ravi d'être ici avec vous. Même si j'ai l'impression que la popularité a glissé de l'autre côté de la barrière. Ravi d'être avec vous au titre de Capgemini Invent. Donc Charlotte que vous avez pu entendre un petit peu plus tôt. Capgemini Invent qui est la marque d'innovation digitale, de design et de transformation du groupe Capgemini. Et ravi d'être avec Stéphane Terry, qui est un petit peu notre expert en produits connectés et en passeport digital. Et donc moi-même, Paco Ribagnac, qui travaille sur les supply chains augmentées par la data. Et donc on forme un beau duo, comme on a pu le voir, sur ces sujets qui sont quand même hautement transversaux dans l'entreprise. Je vais laisser Stéphane peut-être nous parler un petit peu du pourquoi ces sujets sont aussi importants et pourquoi le groupe Capgemini investit énormément de temps dans ces sujets qui ont une portée à la fois sustainable, expérience client et excellence opérationnelle. Merci Paco. En effet, on a beaucoup parlé en début d'après-midi du Digital Product Passport. C'est une réglementation qui va arriver via l'Union européenne et qui va imposer à ce que tous les produits qui vont circuler en Europe soient produits de manière éco-responsable et aussi utilisés de manière éco-responsable. Mais au-delà de cette réglementation qui va imposer donc un partage de données, aussi bien sur l'information produit que sur la vie du produit, sur tous les événements liés au produit, au-delà de cette réglementation qui peut être vue comme une contrainte, nous on voit ça plutôt et on travaille comme ça avec nos clients sur transformer ça en opportunité. Donc on voit trois grandes opportunités. La première, c'est via ce passeport digital de venir créer le lien entre le consommateur et le produit. Pour la première fois, on va pouvoir utiliser soit une puce, soit un code pour que le consommateur ait un lien direct avec son produit, puisse avoir les informations sur les origines, sur son usage. Ça va renforcer la confiance entre le consommateur et son produit, et donc entre le consommateur et sa marque. Donc ça, c'est une première source d'opportunité qu'on explore vraiment aujourd'hui. La deuxième, elle est liée à l'efficacité opérationnelle. Comment, à travers cette information digitale et ce qui va être maintenant porté par le produit, comment ça va venir me permettre d'optimiser tout un certain nombre de processus sur ma chaîne amont, donc sur des aspects très liés à la supply chain, mais aussi pour venir dérisquer des informations sur les origines de mes produits avec mes fournisseurs et comment partager toutes ces informations avec l'ensemble de ma chaîne, avec mes fournisseurs, avec mes distributeurs. Donc en termes d'efficacité opérationnelle, cette information maintenant portée par le produit et cette information partagée et certifiée va me produire des gains vraiment très considérables. Le dernier point est le DPP et pourquoi on en parle autant aujourd'hui sur la possibilité d'utiliser cette information dans un but d'économie circulaire. Alors, en quoi une information digitale va me permettre de porter ça? Le fait d'avoir identifié mon produit va pouvoir me donner confiance sur son origine, sur sa date de fabrication, par exemple. Je vais aussi, une fois que mon produit, je l'aurai acheté, si je veux le réparer, je peux partager l'information de ce passeport produit avec les personnes qui vont venir le réparer. Donc, ce qui fait que je vais renforcer la confiance du consommateur dans des produits de deuxième main, dans des produits réparés. Et enfin, je vais aussi pouvoir, à travers ce passeport, avoir les informations sur comment recycler le produit et tracer tout le produit tout au long de sa chaîne sur la partie recyclable. Donc, toutes ces opportunités-là, en fait, sont aujourd'hui des choses qu'on met en œuvre, mais qui nécessitent une approche un peu différente, Paco. Oui, parce que si on parle du comment la mise en place de ce DPP, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est nouveau. Donc là, je pense qu'on fait tous preuve d'un peu d'humilité sur ce sujet-là.
On parle de passeport numérique de produits où on doit venir capter, structurer de la donnée qui aujourd'hui ne sont même pas traitées en général par les entreprises. Donc c'est quand même une petite révolution dans le monde du produit physique. Je dirais que si on devait retenir quand même à minima des ingrédients, si ce n'est la recette qui permet de mettre en place à l'échelle ce sujet, bon, il y a déjà, avant de rentrer dans la technique, il y a la volonté du management, la vision, l'ambition qu'on se donne. Parce que on l'a vu avec L'Oréal un petit peu plus tôt dont parlait Charlotte, c'est un vrai projet d'entreprise, très transverse, qui touche toutes les fonctions. Donc il faut vraiment arriver à embarquer aussi l'écosystème. Donc il y a déjà une impulsion à donner au départ. Et je pense que les échéances réglementaires qui arrivent vont sans doute aider un peu à accélérer cette impulsion initiale. Je dirais que le deuxième point des partenaires avec qui on travaille qui réussissent cette transformation, c'est tout de suite de penser valeur. Je viens de parler de contraintes réglementaires, je vais tout de suite me contredire. Si on ne raisonne que contraintes réglementaires, on ne réussira pas ce passage à l'échelle des DPP. Donc il faut vraiment raisonner expérience client, excellence opérationnelle. Qu'est-ce qu'on peut tirer en même temps de cette transformation-là? Je dirais ensuite que ce qui est important dans le comment, on l'a dit plusieurs fois, c'est la donnée. On va aller chercher de la donnée chez des fournisseurs de rang N. On doit embarquer cet écosystème. On doit parfois se structurer aussi autour de nouveaux standards. Donc c'est vraiment réfléchir sa gouvernance de données, sa stratégie autour de la donnée est absolument clé. Et derrière, d'en définir ce qu'on voit également chez quelques clients dans le luxe chez qui je travaille en ce moment, c'est vraiment d'avoir une architecture qui soit pensée autour de cette donnée, où on se dit de bout en bout comment je vais capter les informations dont j'ai besoin. Donc quelle est ma stratégie portail vis-à-vis de mes fournisseurs? Question. Quelle est ma stratégie de gouvernance autour de cette donnée? Parce qu'on le sait, si on ne s'accorde pas tout de suite sur certains standards, on va peut-être partir très loin dans une direction et on va peut-être le regretter très fort ensuite. Et ensuite, c'est de quoi j'ai réellement besoin pour éviter les fioritures. Parce que tout ça, c'est quand même un gros projet d'entreprise, donc il faut raisonner qu'est-ce qui va me servir, que veut savoir mon client et que veut savoir le réglementaire et vraiment se concentrer là-dessus. Tu peux peut-être, parce que là on est resté très prosaïquement sur le DPP, mais je pense que c'est intéressant de parler un peu de perspective que ça ouvre en 2 mots. Alors, les perspectives, on l'a dit, le DPP, ça va soutenir l'économie circulaire. Avant ça, ça reste quand même un défi, ça va être un défi technologique pour le mettre en œuvre. Derrière ces plateformes de données qui vont venir héberger votre DPP, il va y avoir des défis en termes de cybersécurité, en termes d'accès à la donnée, pour que tout le monde ait vraiment confiance dans ce qui est en train d'être mis en place. Mais c'est vrai, ça offre beaucoup de perspectives. Expertise pour les acteurs économiques. DPP, ça va aussi ouvrir des opportunités de partenariat avec ce partage de la donnée. C'est vraiment quelque chose qui va être accéléré. Le deuxième, c'est pour le consommateur. On en a parlé. Le consommateur va pouvoir consommer différemment. Le critère environnemental de l'impact environnemental du produit porté par ce passeport va devenir un critère de choix au-delà du seul critère de prix tel qu'on pouvait l'avoir aujourd'hui. Et donc avoir confiance pour le consommateur dans cette économie circulaire. Et enfin, les derniers, c'est les acteurs de l'économie circulaire, les agences gouvernementales pour la protection de l'environnement qui encouragent tous cette économie circulaire pour venir mieux maîtriser les ressources, mais aussi mieux habituer les consommateurs à consommer différemment, à apprendre à recycler et à avoir confiance dans ces éléments d'économie circulaire. Donc aujourd'hui, les perspectives sont là, elles sont tous secteurs. On a parlé de textile, on a parlé d'électronique. C'est également le cas pour l'industrie ferroviaire, pour l'industrie aéronautique. Donc c'est un vrai changement qui a lieu en ce moment. C'est maintenant. Voilà, merci beaucoup Stéphane. Donc bon, en résumé, vous l'aurez compris, les points clés pour nous, c'est vraiment raisonner du pourquoi de ce passeport numérique et aller au-delà du réglementaire, bien structuré comme un projet de transformation par la donnée dans l'entreprise, et enfin s'ouvrir au champ des perspectives que cela offre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane, merci Paco. C'était extrêmement inspirant et en même temps structurant.
de mieux comprendre l'importance de la donnée et de la standardisation de la donnée au sein justement du DPP. Pour continuer, j'appelle Philippe Degas, donc, qui est directeur général de Cogit, et qui va nous parler de réemploi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'une histoire d'une petite entreprise, parce qu'on est bien moins prestigieux que mes prédécesseurs. Mais on va essayer d'être très concret pour que vous compreniez comment, quand on met du réemploi et de la donnée, on peut donner une vie très durable à un emballage. Alors, au tout début, nous, on s'est posé la question comment avoir une croissance qui soit conforme à tous les enjeux RSE. Donc, on a commencé par faire des acquisitions stratégiques, et on va y voir le slide d'après. Et on est autour de l'emballage et l'emballage connecté. Donc, la solution Cogit, pilotée par notre propre logiciel Jawax, permet de rendre des emballages réutilisables, donc soit métaux, soit plastiques, soit mixtes. On va permettre, en les identifiant de façon unique, code barre, QR code, RFID, de pouvoir les tracer et de faire en sorte qu'on ne les perd pas. Ça, c'est très intéressant, parce que le premier défaut d'un emballage réutilisable, c'est quand il est perdu. Le deuxième défaut d'un emballage réutilisable par rapport à un emballage usage unique, c'est que si on ne le fait pas tourner rapidement, il va rester dans un endroit, et donc le ROI va être très mauvais, et donc on ne permettra pas à l'industriel d'investir. Donc sur cette boucle-là, qui est globalement le cas de Auchan, Auchan nous a demandé d'investir dans l'emballage réutilisable pour ses caisses fruits et légumes. Alors déjà, première chose, c'est qu'ils n'ont pas investi, c'est nous qui avons fait l'investissement. Donc là, il n'y a pas de besoin de CAPEX, parce que c'est vraiment l'usage. Tout à l'heure, on parlait des choses qui sont en train de changer. Avant, on voulait être propriétaire. Maintenant, ce qui est important, c'est l'usage, et de payer que quand on utilise l'emballage. Donc à partir du moment où c'est nous qui en avons la charge, si on veut être rentable, il faut que cet emballage il ait une rotation la plus courte possible. Pour qu'un emballage ait une rotation courte, il faut avoir de la data, il faut connecter de la data, il faut bien l'analyser et faire en sorte qu'on puisse donner des informations, des KPI à des gens qui vont prendre des décisions. Donc si on reprend ce schéma-là, nous avons un emballage. Alors quand il arrive neuf, il arrive dans nos dépôts, mais à un moment donné, vous verrez, il va être lavé. Mais en tout cas, il arrive dans nos dépôts. Quand Auchan passe une commande de carottes, par exemple à un producteur, on va avoir une data qui va nous être descendue, et nous, on saura qu'on doit envoyer l'équivalent de X caisses cartons de telle dimension à tel producteur de carottes, à tel endroit, on va dire en France et en Europe, beaucoup en Espagne et un petit peu sur le Maghreb. Donc on va leur pousser ces emballages-là, la bonne quantité, au bon temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas les envoyer une semaine avant, mais vous imaginez bien qu'il ne faut pas les envoyer 3 jours après la récolte, sinon ça ne va pas aller. Donc il faut que ça arrive entre 1 et 2 jours avant. L'avantage pour le producteur, c'est qu'il n'a pas à acheter des quantités énormes de carton qui va monter chez lui, ou des quantités énormes de caisses bois, parce que ça lui prend de la place, ça lui prend de la trésor. Donc il va ne payer que quand l'emballage va arriver chez lui. Donc il reçoit nos caisses Cogit, il met ses légumes à l'intérieur et il renvoie à la plateforme logistique Auchan. Une fois que ça arrive à la plateforme logistique Auchan, ça va être redispatché au niveau des magasins, mis en rayon. Quand nous, les consommateurs, nous aurons acheté ces fruits et légumes, l'emballage va être replié, d'où l'importance de l'éco-conception de l'emballage. Parce qu'un emballage qui n'est pas replié, vous imaginez bien qu'en termes de reverse, il va prendre beaucoup de place dans le camion, donc c'est mieux si on peut le replier. Il va revenir sur une plateforme logistique, on va le récupérer sur cette plateforme logistique, on va le laver, et là, il a fait une boucle. Et l'important, c'est que cette boucle-là, qui, en règle générale, quand un emballage n'est pas connecté, donc on ne capte pas de la data, va être d'environ 4 rotations à l'année sur un système fruits et légumes. Voilà. On va passer à 10 rotations. Ce qui fait que naturellement, vous baissez le nombre d'emballages à investir au départ
et donc vous avez un ROI qui est direct. Voilà. Ah, il n'y a pas de troisième slide? Si. Je n'avais pas appuyé assez fort. Donc l'idée, c'est de vraiment simplifier les flux, d'avoir une connexion en temps réel, parce que là, on a également des inventaires, donc on peut dire sur tel magasin, il y a telle quantité de telle caisse. Ça fait 3 jours qu'elle est là, c'est pas normal. Donc on envoie des alertes pour faire en sorte de dire au magasin, c'est important que tu le renvoies à la plateforme logistique. Derrière, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, s'il n'y a pas une réalité économique, on peut être toutes les vertus du monde, ça ne sera pas déployé. Parce qu'encore une fois, tout le monde est conscient qu'il faut faire avancer les choses, qu'on ne peut pas rester tous les bras croisés, mais le nerf de la guerre, ça reste l'économie. Donc il faut à tout prix que économiquement, le business model soit rentable. Donc pour qu'il soit rentable, il faut que la rotation soit très courte. Et bien entendu, qui dit une rotation courte, dit un vrai bilan carbone optimisé, parce que derrière, je vous rappelle, on va replier les bacs, et dans un camion reverse, on en mettra beaucoup. Ce cas-là, on l'a déployé également chez Stellantis. Donc aujourd'hui, c'est tout un tas de flux entre des sous-traitants Stellantis et les chaînes de montage Stellantis. Toujours pareil avec des emballages tracés. Hop, je suis allé trop vite. Donc tout ça, ça a été motivé par notre emballage, par notre vision RSE, parce que depuis 2015, nous sommes EcoVadis, avec la plus belle note qu'il peut y avoir, à savoir la note Platinum. Nous sommes également Global Compact. Prochainement, grâce à Carbono, nous pourrons avoir l'impact carbone d'une rotation d'un bac. Donc ça sera également très important pour nous. Et puis, on a des solutions un peu connexes, CarryTrack, SupplyTrack et autres, qui vont venir en fonction, on va dire, du métier. On va aller vraiment s'adapter aux besoins et au cahier des charges du client. Les bénéfices clients, on repart sur des choses très basiques, mais c'est la réduction des coûts. Un carton, globalement, c'est 1 € en moyenne. Un emballage plastique, c'est 10 € pour la même taille. Sauf qu'un emballage plastique, vous allez lui faire faire à peu près 10 rotations, comme j'ai dit tout à l'heure. Durée de vie moyenne, 7 ans. À l'issue de les 7 ans, comme on l'aura pas perdu, comme je vous l'ai dit, 0,75% de taux de freinte, on va pouvoir le rebroyer. Aujourd'hui, cas d'école, sur les emballages Stellantis que nous avons déployés l'année passée, 50% de la matière dans ces emballages-là sont venus d'emballages Auchan qui avaient 7 ans de vie. Voilà. Conformité réglementaire, forcément, avec toute les lois AGEC et REP qui vont arriver, on va diminuer le poids des emballages. Et puis, bien entendu, l'impact écologique réduit, une empreinte carbone qui sera pleinement mesurée, parce qu'encore une fois, grâce à nos emballages connectés, on capte de la data qu'on va pouvoir faire remonter à nos clients. Donc, rejoignez-nous, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci Philippe d'avoir pris le temps de nous expliquer les leviers et l'importance du modèle économique dans le réemploi. On va accueillir maintenant Vincent Canu, qui est directeur général de Cogit France et qui va nous parler de gouvernance des données. Sapiens, merci. Mais c'est pas grave. Hein. Enchanté, bonjour à tous. Oula, la lumière est là, un petit peu aveuglante. Et bonjour à tous les gens qui sont en ligne également. Voilà, effectivement... je vais vous parler de gouvernance des données. Donc on va essayer d'étendre un petit peu le sujet. Économie durable, la notion d'économie circulaire, c'est un des sujets. Alors j'ai appuyé, hop, il faut appuyer plus fort peut-être. Voilà. Qui on est, parce que je suis à peu près sûr qu'aucun de vous connaît au Sapiens. Nous sommes une scale-up allemande qui a été fondée en 2018 et qui s'est donnée pour mission de faire en sorte que ses clients puissent s'assurer que leurs opérations, leurs produits, leurs fournisseurs travaillent de manière éthique, en transparence, etc. Donc, on aide finalement les entreprises à gérer la très grande majorité
des différentes réglementations européennes dans le cadre du pacte vert, donc tout ce qui va être devoir de vigilance, etc. Le principe, c'est que, de par notre approche, on a beaucoup travaillé, comme vous le voyez sur le côté, avec énormément de gens côté retail, énormément de gens côté alimentaire et côté manufacturing industriel. Pour vous donner une petite idée, donc on traque à peu près 3 milliards de produits par mois. On a annoncé au mois de juillet une levée de fonds de 120 millions auprès de Goldman Sachs pour nous aider à accélérer le sujet. Hop. Il faut vraiment bien appuyer. Quel est notre historique finalement avec GS1 ? On a énormément travaillé depuis des années avec GS1 sur beaucoup de sujets. Alors effectivement en France, même si en France notre présence en France est assez récente, mais au niveau international, en particulier avec GS1 Germany. En fait, pour la petite histoire, notre solution de traçabilité, qui est responsable de la traçabilité de la majorité des produits... Oups, ça coupe un petit peu. De la majorité des produits du... Tout va bien. Continue. Excusez-moi. Donc la majorité des produits de la viande, par exemple, suite aux problématiques de des lasagnes à la viande de cheval, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. Un produit a été développé donc auprès de GS1 Allemagne, qui ensuite a été repris par Osapiens. GS1 conserve 20% de part dans cet outil, donc on est complètement compliant avec tous les standards GS1 pour vous donner une petite idée. De quoi on parle quand on parle de données ESG ? On parle d'un problème, parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas des choses qui sont vraiment disponibles. Dans une dernière étude de KPMG, là, donc, qui a été publiée récemment cet été, 66% des CEO admettent que s'ils étaient soumis à un examen approfondi de la part de leurs actionnaires, ils ne tiendraient pas la route. De la même manière, si on prend une autre étude de Deloitte, 57% des entreprises estiment que la qualité des données est finalement le principal défi à relever. L'ESG en Europe et dans le monde, en fait, on a tout un ensemble de réglementations, cadres de reporting, demandes, etc., qui sont mises en place. Et ça rend les choses quand même assez compliquées. Économie circulaire, reporting extra-financier, déforestation, etc., etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous êtes tous conscients qu'il y a énormément de choses. Un des premiers points à comprendre, c'est que tout ça, en réalité, à un moment ou à un autre, ça finit par travailler ensemble. Exemple, quand on parle du reporting extra-financier, donc la CSRD, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle dedans, finalement, de chaînes d'approvisionnement, de fournisseurs, de produits. Et donc, d'une certaine manière, de traçabilité, de devoir de vigilance de manière un petit peu déguisée. Donc, si on met en place des outils de traçabilité, de devoir de vigilance, on est beaucoup plus prêt à adresser ce sujet de reporting. Et ça, c'est vrai pour énormément de standards. Problématique aux entreprises, ces sujets sustainability, ils sont apparus au fil des années et ils ont été gérés de manière un petit peu incrémentale. Donc on a eu tout un ensemble de réglementations qui ont généré le déploiement d'outils, et ces outils se sont connectés à des outils déjà existants dans un système d'information d'entreprise qui, dans beaucoup de cas, ont créé un plat de spaghettis. Et ça ne va pas en se simplifiant, parce que la problématique, c'est que il y a de plus en plus d'outils qui arrivent sur la partie gauche et de plus en plus d'outils qui sont sur la partie droite, et qu'à un moment ou à un autre, il faut faire encore de plus en plus de liens. Donc, il y a des tentatives de mettre en place de bus de données, etc., etc. Mais à un moment ou à un autre, la vraie question, c'est comment on organise ça d'une meilleure manière. Le problème, c'est que l'entreprise, finalement, on prend l'ensemble de ces fonctions
elle s'est retrouvée avec, donc, elle a ses données qu'elle gère habituellement pour son travail, pour ses opérations. Et finalement, elle s'est retrouvée soumise à tout un ensemble de contraintes et de demandes dans le cadre de ces différentes réglementations. Et là, il y en a plein d'autres à rajouter, mais qui finalement viennent un petit peu comme des espèces de verrues, des données satellites qui n'ont aucune valeur intrinsèque quant aux opérations de l'entreprise en elle-même. La problématique de ça, c'est que on se retrouve avec des données qui sont fragmentées, en silo, pas exploitables. Tous les gens qui sont en train de travailler sur du reporting savent de quoi je parle, en fait, qu'il y a des données partout, dans plein de données, dans plein de formats différents, qu'on ne sait pas quoi en faire. On a des agressions qui sont, des réglementations qui sont vécues comme des agressions externes. Chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, j'appelle ça les 5 étapes du deuil, on voit les gens qui finalement s'effondrent, et puis ils disent, mais comment on va faire? On n'a pas ces données-là, on ne sait pas, etc. Et du coup, on passe du temps à s'occuper de ça et pas à s'occuper de développer de nouveaux business models, à transformer ou même à faire bêtement une transition écologique qu'on a envie de faire. La solution, c'est d'inverser cette hiérarchie. Donc, on est, en fait, je dis une évidence. C'est-à-dire qu'on est habitué, je ne sais pas si vous savez, mais on estime qu'il y a entre 5 et 7% des effectifs d'une entreprise qui sont dédiés à compter l'argent, les services financiers. Ça amène pas grand-chose au schmilblick, mais ça compte l'argent. Et en réalité, on a des équipes sustainability qui sont généralement 1, 2, 3, si c'est des grandes entreprises, 10, 20 personnes peut-être. Mais c'est sans commune mesure avec ce qui se passe côté besoin et ce qu'on doit faire. Finalement, en inversant cette hiérarchie, en replaçant les données au cœur de l'entreprise, du coup, peut, dans toutes ses opérations, puiser dans ces informations pour se réorganiser, travailler, et utilise ces données. À partir de ce moment-là, les données sont organisées au cœur de la vie de l'entreprise, et ça devient un levier de compétitivité, d'innovation, parce que tout le monde a accès à cette information. Un service marketing, un service production, par exemple, va pouvoir utiliser des données qui viennent d'un système de traçabilité, d'économie circulaire, etc., pour mettre en place de nouveaux business models, de nouvelles offres. Mais si ces données, elles n'existent pas, qu'elles ne sont pas directement disponibles, c'est extrêmement compliqué. On peut aussi exposer ces données vers l'extérieur et donc s'assurer qu'on va prouver l'engagement vis-à-vis des consommateurs. On sait également que c'est un des points principaux d'achat, de motivation d'achat des consommateurs finaux, sans parler de la marque employeur. Nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On a développé, c'est une plateforme, c'est aussi pour ça qu'on grandit, on est un petit peu tout seul sur ce sujet à l'heure actuelle. J'ai envie de dire, notre idée, c'est un peu d'être le CRM, l'ERP de la donnée ESG. Comment est-ce qu'on organise tout ça sur une seule et même plateforme moderne, qui permet du coup d'avoir, on parlait de cybersécurité, donc données qui soient sûres, qui soient sécures, qui utilisent des derniers outils en termes d'intelligence artificielle, d'IoT, etc., et qui permettent finalement de partager tout ça. Donc, si on parle d'économie circulaire, par exemple, le produit, on va suivre sa vie, très bien, mais ce produit, il est associé à des fournisseurs. Est-ce qu'on est bien sûr que ces fournisseurs ont bien respecté les droits humains, ont pas fait travailler d'enfants, ont bien mis en place des politiques de recyclage, etc. Le principe, c'est que du coup, quand vous avez tous ces outils, donc de devoir de vigilance, de reporting, de traçabilité, de suivi de la déforestation, etc., sur une seule et même plateforme, ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple à gérer au jour le jour dans votre entreprise. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Vincent. Merci d'avoir partagé effectivement la complexité qui était liée à la gouvernance de la donnée et surtout l'importance que cela pouvait avoir dans l'économie circulaire. Je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ce moment avec nous. Maintenant, on va passer une petite pause. Vous pouvez revenir ici à 16h15 pour notre moment qui s'appelle Inspirer pour accélérer. Merci beaucoup.